2000 ans avant le premier planétarium connu, les Européens du Néolithique avaient déjà dressé une carte du ciel extrêmement précise. Le professeur Wolfhard Schlosser a longtemps travaillé comme ingénieur dans le cadre d'un programme de station spatiale. Fort de son expérience, il s'est efforcé de percer les secrets de ce très ancien instrument astronomique. Voici le disque de Nebra. Il a environ 3600 ans. Il a été découvert dans le centre de l'Allemagne. On retrouve sur le disque de Nebra le cercle fragmenté déjà présent à Gossec. Si on les superpose, on constate qu'ils se recouvrent exactement, tels les éléments d'une serrure moderne. Le disque, tout comme le cercle, semble avoir eu pour fonction de marquer les solstices d'été et d'hiver sur le calendrier. Il n'y a bien sûr aucune étoile dans le cercle de Gossec, et le disque ne comporte aucune partie en bois. Mais d'un point de vue astronomique, les deux instruments se ressemblent beaucoup, ce qui montre que les connaissances astronomiques n'ont guère évolué pendant les 3300 ans qui les séparent. Le disque de Nebra paraît cependant beaucoup plus élaboré que le cercle de Gossec. Outre le Soleil et la Lune, il comporte en effet 32 signes, et notamment ce mystérieux groupe de 7 points. Il n'y a rien à Gossec ou dans sa région qui permette de comprendre ce que représente cette curieuse formation. Et rien dans le ciel qui y ressemble de près ou de loin. Mais si l'on reconstitue la voûte céleste, telle qu'elle était il y a 36 siècles, à l'époque où le disque a été fabriqué, on constate qu'elle correspond très exactement à la constellation des Pléiades, que l'on peut toujours observer à l'heure actuelle. Ces objets ont changé notre perception de ces temps reculés. Ils remplissaient à l'époque une fonction sacrée pendant l'âge du bronze, mais leur signification s'est ensuite perdue. L'intérêt que portaient au cosmos nos lointains ancêtres est à l'origine de l'extraordinaire aventure qui allait conduire bien des siècles plus tard à la mise sur orbite des satellites et des stations spatiales. Il a également déterminé l'émergence des villes, en permettant à l'homme de maîtriser le temps et de régler son existence sur la course des étoiles. Mais la transformation des villes en véritables mégapoles s'est faite sous l'effet d'une autre innovation, d'une portée bien plus considérable, l'invention du stade. Un lieu qui, dans l'Antiquité, ne servait pas de cadre à d'innocentes compétitions sportives, mais à de terribles bains de sang qui pouvaient faire des milliers de victimes. New York apparaît aujourd'hui comme une citadelle toute puissante. Un carrefour du monde où se pressent les acteurs de la haute finance, les tsars des empires médiatiques et toutes les idoles du moment. Une autre ville dans l'histoire humaine a elle aussi cherché à exercer un rayonnement mondial, la Rome antique. Il y a 2000 ans, Rome abritait déjà plus d'1 million d'habitants. Certains estiment que la densité de population y était plus forte qu'à Manhattan à l'heure actuelle. Comme dans une grande métropole moderne, toutes les catégories sociales y étaient représentées, des plus riches aux plus pauvres, depuis l'empereur jusqu'aux plus humbles esclaves. Avec la croissance démographique, la ville est devenue de plus en plus surpeuplée. Or, quand on entasse un très grand nombre de personnes dans un espace restreint, il y a toujours un risque, et l'élite politique était avant tout soucieuse de maintenir son contrôle sur la plèbe. À Rome, comme aujourd'hui à New York, les élites cherchaient en permanence à s'attacher les masses. Si les puissants de Manhattan se servent aujourd'hui des médias et soignent leur image, les dirigeants romains avaient choisi d'apaiser le peuple en le distrayant. Ces spectacles étaient en réalité autant de pots de vin. Les puissants cherchaient ainsi à se rendre populaires et à s'attirer la sympathie des masses pour mieux les dominer et les contrôler. Un empereur capable de proposer un spectacle vraiment grandiose était assuré de jouir d'une immense popularité. Une popularité qui était synonyme de puissance. D'une nécessité politique allaient naître certaines des plus remarquables réalisations technologiques de l'époque. Et avec elles, toute une industrie du spectacle. Les cérémonies d'ouverture qui accompagnent les grands événements sportifs modernes, comme les Jeux Olympiques ou le Mondial de football, avec leurs shows laser et leurs centaines de figurants, nous paraissent aujourd'hui très impressionnantes. Or, si l'on en croit les témoignages de l'époque, les grandes manifestations organisées par les empereurs romains étaient 100 fois plus grandioses et spectaculaires.
La construction du Colisée de Rome marque l'apogée de ce type de divertissement. Ce bâtiment à plusieurs étages, d'une 50aine de mètres de hauteur, est le plus grand cirque antique qui ait jamais existé. On estime que le Colisée pouvait accueillir entre 65 et 70 000 spectateurs. Ce qui est étonnant, c'est que c'est très probablement la capacité maximum à ne pas dépasser dans un amphithéâtre pour permettre aux spectateurs installés au dernier rang de suivre ce qui se passe dans l'arène. Les Romains poussèrent très loin les limites du grand spectacle audiovisuel. Il leur fallut plus de 100 000 mètres cubes de pierre pour construire leur grand stade. Cela signifie que les chars à bœufs qui transportaient les blocs de pierre ont dû se succéder à la cadence d'un toutes les 2 ou 3 minutes, jour et nuit, pendant les quelques 7 années qu'a duré la construction. Pour surprenant que cela puisse paraître, 2000 ans plus tard, les techniques employées sont toujours les mêmes. On continue de bâtir des stades en s'inspirant des méthodes mises au point par les Romains. Ce stade comprend 74 500 places. Pour l'instant, c'est tranquille, mais quand la foule l'envahit, ce n'est plus pareil. Un stade moderne, c'est avant tout les clameurs, l'électricité dans l'air, l'atmosphère qui y règne. Depuis les grands amphithéâtres romains et le Colisée, on n'a pas fait mieux. Ce grand stade du XXIe siècle dispose d'un toit ouvrant soutenu par 4 piliers géants. Une innovation vieille de 2000 ans. Les gradins du Colisée étaient abrités par un auvent de toile, vraisemblablement tendu sur des mâts à l'aide de cordes. Cette hypothèse semble confirmée par la présence à Rome d'un millier d'hommes appartenant à la marine, qui étaient spécialement affectés au maniement des auvents du Colisée. Protégés par ce toit ouvrant, les spectateurs romains pouvaient se passionner pour les combats à mort que se livraient les gladiateurs, les exécutions et les massacres d'animaux. 9000 bêtes sauvages auraient ainsi été sacrifiées en l'espace de 100 jours. Les spectacles offerts par les empereurs romains étaient chaque année plus grandioses et exotiques, mais le public était aussi de plus en plus exigeant. Il fallait sans cesse trouver de nouvelles idées pour satisfaire la soif de jeu de plus en plus insatiable du peuple. En l'an 85 de notre ère, l'empereur Domitien alla encore plus loin que tous ses prédécesseurs. Il noya la piste du Colisée sous 2 milliards de mètres cubes d'eau pour présenter un spectacle de naumachie. Il s'agissait de reconstitutions de batailles navales, organisées dans des endroits comme le Colisée. Chaque bataille faisait appel à des milliers de figurants. C'était quelque chose de très spectaculaire qui pouvait s'inspirer d'une bataille qui avait vraiment eu lieu et qui mettait en scène des délinquants, des prisonniers, des gens qui n'avaient pas d'autre choix que de se battre. Le Colisée fut ainsi inondé pour permettre à toute une flotte de s'affronter. La transformation d'une arène de quelques 2500 mètres carrés en un champ de bataille naval reste une prouesse qu'aucun grand stade moderne n'est prêt à répéter. Nous nous sommes demandé comment nous pourrions organiser ici une manifestation nautique. Nous voulions inonder le bas du stade pour y monter un spectacle aquatique. Mais nous n'avons toujours pas trouvé la solution. C'est pourtant exactement ce que faisaient les Romains il y a 2000 ans. La naumachie rencontra un succès retentissant, ce qui ne facilita pas la tâche des successeurs de Domitien, sommés de faire mieux que lui en offrant des spectacles toujours plus élaborés à la foule. Claude monta sur le trône en l'an 41 de notre ère et décida de faire encore grimper les enchères en poussant l'art de la naumachie à l'extrême. Il utilisa pour cela un réservoir contenant 50 milliards de fois plus d'eau que la piste du Colisée. Un lac naturel, celui de Fucin. Aujourd'hui totalement asséché, ce lac fut le théâtre en l'an 52 d'une bataille navale mettant en scène 50 navires et 19 000 participants. Les 19 000 gladiateurs qui se sont battus lors de cette reconstitution étaient beaucoup plus nombreux que les participants d'une quelconque cérémonie d'ouverture de Jeux olympiques modernes. Un demi-million de spectateurs assistèrent à ce qui fut certainement le plus grand spectacle de toute l'histoire de l'humanité.
La bataille du lac Fucin commença par l'apparition du dieu marin Triton, gigantesque créature mythologique qui surgit à la surface grâce à un mécanisme très ingénieux. Une statue en argent massif du dieu Triton, haute d'une dizaine de mètres, jaillit des eaux du lac comme par magie. Selon plusieurs textes de l'époque, la foule des spectateurs aurait été stupéfaite par cette apparition. Lorsque la trompe, tenue par le dieu, se mit à sonner, le plus formidable simulacre de bataille navale de tous les temps débuta. Sur les bords d'un lac anglais, notre spécialiste des mécanismes anciens, Richard Windley, s'apprête à tester un modèle réduit de la machine qui a vraisemblablement permis aux Romains d'accomplir un tel miracle. Nous avons essayé de n'utiliser que des technologies très simples, auxquelles les Romains avaient accès au quotidien. Des poulies, des cordes. Ce système est vraiment tout à fait à leur portée. Nous avons ici 4 pieds qui vont chacun lever un angle de la plateforme sur laquelle a été posée la statue. Chaque angle est levé grâce à une corde qui passe par une poulie avant de redescendre. Les 4 cordes sont reliées entre elles par un anneau. Elles vont donc toutes se tendre ensemble et tirer théoriquement à la même vitesse. L'ensemble devrait donc s'élever de façon parfaitement symétrique jusqu'au niveau des poulies, à peu près jusqu'ici. La statue devrait alors être presque entièrement sortie de l'eau. Bon, je crois que tout est en place. Dave, est-ce que tu peux mettre la corde en tension et tirer tout doucement? Bien, ça a l'air de monter de façon assez homogène. Ça me paraît pas mal du tout. Le problème, c'est d'arriver à déterminer la bonne longueur pour toutes les cordes. Mais je crois que nous y sommes. L'appareil de Richard Windley peut être actionné par un seul homme. Mais l'original était probablement mu par des bœufs ou des esclaves en nombre suffisant pour sortir de l'eau une statue de plus de 10 mètres de haut. Ce stratagème enchanta manifestement la foule, confortant la popularité de Claude et ses chances de conserver son trône. Ce que nous avons retrouvé dans le domaine technologique n'est certainement que la partie émergée de l'iceberg. Il y a là un potentiel énorme. Les Romains ont fait un usage sans précédent des technologies. Nous ne connaissons qu'une infime partie de ce qu'ils utilisaient. Ainsi, Rome et les autres grandes cités de l'Antiquité sont de toute évidence à l'origine de la plupart des grandes réalisations dont New York peut aujourd'hui s'enorgueillir. De Times Square à Madison Square Garden, chaque gratte-ciel, chaque monument doit beaucoup aux ingénieurs et aux architectes de ce lointain passé. Des aqueducs géants aux statues colossales, les visionnaires d'antan ont posé les premières pierres de la grosse pomme, plus de 1500 ans avant sa naissance officielle.